Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voici les nouvelles mesures pour sauver la restauration. Le chômage partiel est prolongé jusqu'au 31 décembre avec une indemnité à 100%. On entendra Guylaine Arabian, un des grands caractères de la cuisine. Question, comment l'économie peut-elle supporter une crise aussi longtemps ? Nous parlerons de l'événement de la nuit qui vient, c'est le grand débat Trump-Biden. Chacun présente la pire image possible de l'autre. D'un côté un irresponsable, de l'autre un sénile. Laurence Saïm l'expliquera. Elle parlera des secrets de fabrication des candidats qui se préparent aux coulisses. Enfin, nous recevons une femme qui incarne la survie. Ginette Kolinka a 95 ans. Elle a survécu à Auschwitz. Elle donne une leçon de lucidité. Elle donne aussi une leçon d'humour à toute épreuve. La crise économique va donc durer, il faut s'y habituer et la restauration est le révélateur même de cette situation. Tout à l'heure, la branche est venue demander le soutien de l'État de Jean Castex. Beaucoup d'établissements vivotent depuis le mois de mars. Les nouvelles fermetures prolongent cet état de fait et l'État donc promet son appui. Il accepte de prolonger le chômage partiel jusqu'à la fin de cette année 2020. On va entendre Bruno Le Maire qui s'est engagé au nom de l'État. Nous allons porter le montant du fonds de solidarité de 1 500 € jusqu'à 10 000 €. Nous allons également prolonger le dispositif de chômage partiel avec une indemnisation à 100% jusqu'au 31 décembre de cette année pour tous les hôtels, cafés, restaurants qui sont touchés par la crise. C'est une mesure exceptionnelle qui permet de préserver les emplois. Guylaine Arabian, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes rassurée ? Pas du tout. C'est peut-être l'annonce d'une mort assurée, justement. Est-ce que vous n'êtes pas pessimiste quand même ? Il y a une aide considérable. Le chômage partiel jusqu'à la fin de l'année, c'est quelque chose. Oui, mais justement, c'est le problème de dire que jusqu'à la fin de l'année, ils assurent quelque chose. Donc, c'est qu'on risque de partir d'ici la fin de l'année avec quelque chose de plus serré. Si on prend le cas de votre entreprise en particulier, on en est là vraiment ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a la distanciation. Normalement, on aurait dû faire du 22 juin jusqu'à présent le double du chiffre d'affaires des 2 premiers mois de l'année. On ne le fait pas. Donc, on ne peut pas se sauver. Moi, je veux bien, mais tout à l'heure, j'ai entendu dire que ce n'était pas open bar. Moi, je veux bien aussi. C'est-à-dire que la première fois, je n'étais pas assez haute pour sauter vers le bar, pour obtenir ce que je voulais. Donc, on a beau faire des mains, des bras, tout ce que vous voulez, mais on n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Guylaine Arabian, on va parler de la restauration, mais aussi la restauration révélateur de toute l'économie, de ce qui est en train de se passer. Quand même, l'effort de l'État, c'est beaucoup d'argent pour soutenir le chômage partiel. À la fin, quelqu'un paiera, le contribuable, la dette. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître quand même qu'il y a une puissance de l'État qui est précieuse ? Je n'ai pas dit que l'aide de l'État n'était pas précieuse. Je dis que je ne sais pas si elle est bien répartie, déjà, parce qu'on est quand même une branche fortement touchée, on n'a plus de tourisme, on n'a plus rien, et c'est un fait certain que, effectivement, l'État ne peut pas tout payer, ça je l'entends bien. Mais est-ce que l'aide est bien répartie ? Je n'en sais rien. Parce que moi, mon loyer, je le paye tous les mois, depuis le début. Mon bailleur a bien voulu échelonner, mais je dois lui rendre. On doit payer tout ce qu'on a, donc je veux bien. Vous voulez dire que de façon générale, on sous-estime la gravité de cette crise ? Est-ce que c'est le constat que vous faites, vous ? Je pense que dans ma profession, oui, on sous-estime. Parce que c'est important, très important. Il y a ce tweet de Jean Castex qui dit « On ne vous laissera pas tomber ». Il y a visiblement la restauration, comme je le disais, comme révélateur de la situation en général. Et à ce sujet, précisément, tout à l'heure, Jean Castex répondait à Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, sur les mesures. Monsieur le Premier ministre, les Français n'y comprennent plus rien, tant vos décisions sont contradictoires, incohérentes et profondément injustes. Votre « en même temps », c'est la politique de la confusion permanente. Vous aviez promis une approche territorialisée, vous êtes enfermés dans un « en même temps » anxiogène, technocratique et déconnecté de la réalité des Français. Vous le savez toutes et tous, la situation sanitaire de notre pays se dégrade significativement. Ceux qui me reprochent de prendre des mesures trop fortes pourraient être demain ceux qui me reprocheront de ne pas en avoir fait assez. Je veux redonner espoir. Ces mesures, je l'espère avec vous, produiront leurs effets.
Guylaine Arabian, est-ce que vous ressentez cette sorte de flottement qu'une partie de l'opinion conçoit ? Mais oui, tout à fait. Enfin, je pense que les gens, d'une manière générale, ne savent pas très bien où ils vont, vers quoi ils se dirigent, quelle que soit leur profession. Ils se sentent dans une espèce de danger permanent, ça c'est certain. Je le ressens plus en France que même en Allemagne ou en Belgique. Je vois bien, le ressenti n'est pas tout à fait le même, et en Allemagne non plus. Le problème, c'est que nous, ici, j'ai l'impression que personne n'ose dire les choses. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a eu quelques coups de gueule, dont votre confrère Etchebest. On va l'entendre. Oui. Vendredi à 11h45, j'invite tous les restaurateurs, vraiment les commerçants, les artisans à se mettre devant leur établissement, leur commerce, avec tout le personnel, parce que notre personnel, nos équipes sont concernées. C'est pacifiste, je veux dire, pas de violence, pas de désobéissance. Vraiment, je n'encourage pas ça, mais juste de montrer qu'on est là et qu'on est en train de mourir et qu'il faut absolument faire quelque chose. Cri d'alarme de plusieurs restaurateurs. Il y a des actions, là on voit ces fumigènes, il y a des gens qui vont manifester devant les restaurants dans les prochaines heures, vendredi en particulier. Est-ce que vous en serez ? Non. Pourquoi ? Non, parce que je vois pas la chose comme ça. Je vois pas la chose comme ça, que j'en discute beaucoup avec mon chef, avec des amis, tout ça. Je la vois pas comme ça. Moi, c'est un constat, c'est plus un constat. C'est pas parce que je vais mettre un fumigène ou me mettre devant ma porte avec le personnel que Monsieur Castex va se dire « Oh mon Dieu, les petites sorcières, il faut pas que je les oublie, cela. » Pas du tout, pas du tout. C'est ce flottement, cette espèce de manière de nous amener les choses un petit peu à la fois. Et vous allez voir que le confinement, il est pas loin, vraiment pas loin. Est-ce que le métier va changer durablement ? Les habitudes ont changé, on voit le nombre de gens, s'il y a des reconfinements partiels qui reviennent, peut-être ce sera de nouveau le cas, qui commandent à emporter. Voilà, tout change, c'est vrai pour vous aussi ? C'est vrai, tout change. Moi, j'en avais fait des repas emportés quand on était fermé. J'en ai fait au mois de mai jusqu'au 22 juin. Ouais. Et c'est vrai que les habitudes... Je voyais des clients qui venaient chercher des choses, mais la gaieté n'y était pas. Ouais. Et vendre de la nourriture sans voir quelque chose un peu gai, c'est un peu triste. Vous faites un métier dur, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de dureté dans le métier. La faillite, ça touche beaucoup de restaurateurs qui parfois se refont. Oui. Comment on survit à tout ça ? Je crois que ce coup-ci, on n'y survivra pas. On n'y survivra pas parce que le montant de la dette est tellement importante que je pense que ce ne sont même pas mes petits-enfants qui les verront. Ça va être terrible. Donc effectivement, quand on dit mon Dieu, si moi je fais faillite, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir 6, 7, 8, 9, 10 personnes sur le... C'est rien par rapport à la dette abyssale qui nous attend. Allez, ça va être horrible. Quelques mots personnels. Vous incarnez vraiment le caractère. Tout le monde se souvient. C'était quoi, Top Chef ? Ouais. Oh, vous étiez cruel dans Top Chef. Vous étiez dur. Mais non, j'étais juste. Vous aviez la dent dure. J'étais juste. Ouais, sévère mais juste. Non, mais c'était des gens qui pouvaient très bien vous accueillir chez eux, donc vous auriez été comme moi. Je suis désolée. Ça aide un très fort caractère en cuisine. Il vaut mieux avoir du caractère. Ouais. Voilà. Vous disiez récemment, dans cette émission, les gens ont envie de se refaire, ils mangent des frites. Vous le faites vous-même ? Bien sûr. Moi, quand je suis de mauvaise humeur ou quand je suis bien énervée, je passe en cuisine, je demande à Thierry une frite, il me fait une frite et je la mange. Et ça me calme. Vous avez pris des coups, Guylaine Arabian, pendant Top Chef. Alors, il y a tous ceux qui vous adoraient, ceux qui vous détestaient. On disait, elle a la coupe Playmobil, elle m'énerve, elle est trop méchante, etc. Vous supportez tout ? Oui. Alors, vous supporterez cette crise aussi, peut-être ? Oh, je la supporterai certainement moralement, mais je râle tout le temps parce que je trouve que on n'est pas assez écoutés, nous. Voilà, on ne fait pas grand-chose, on n'est pas grand-chose, mais... La restauration, ça représente juste une industrie, un peu de plaisir. Guylaine Arabian, c'est juste ça. Merci beaucoup de ce point de vue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et nous allons maintenant voir l'événement à l'étranger. C'est le débat cette nuit entre Donald Trump et Joe Biden. On pourra d'ailleurs le suivre sur notre antenne en direct. Voilà. Et dans une musique de circonstance, Laurent Saïm, journaliste passionné. Merci Guylaine Arabian, journaliste passionné de la politique américaine. Bonsoir Laurent Saïm. D'abord ce débat tel qu'il se prépare depuis des jours, depuis des semaines, avec attaque et contre-attaque dans les deux camps. La première responsabilité d'un président est de protéger le peuple américain. Il ne le fait pas, cela le disqualifie totalement. Non mais est-ce que vous savez qui est plus à gauche que ce fou de Bernie ?
Si on donne à un pyromane du climat 4 années de plus à la Maison-Blanche, comment pourrait-on s'étonner que l'Amérique s'embrase encore davantage? Des manifestants? Vous savez ce que j'en dis? Des manifestants ton cul, oui. Mais je parle pas de mon cul. Il pense peut-être que déblatérer les mots loi et ordre le rend fort. Mais son échec à appeler ses propres partisans à arrêter d'agir comme une milice armée dans le pays vous montre à quel point il est faible. Laurent Saïm, vous suivez de très près la préparation de ces débats. Comment chacun se prépare à l'heure qu'il est? On est combien d'heures avant le débat? L'heure est à 2h ou 3h du matin, heure française. Qu'est-ce qui se passe dans chacun Qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre totale qui a commencé. On n'a jamais vu ça. J'arrive sur ce plateau, j'apprends que la campagne de Donald Trump fait un communiqué sur les règles du débat en disant que l'équipe Biden est en train de refuser les oreillettes que Joe Biden doit porter. Évidemment, c'est une fausse information car les règles pour un débat sont établies par la commission électorale qui est indépendante. On est dans une guerre de communication sur les réseaux sociaux. Joe Biden a lui commencé à lancer un mouvement avec un hashtag qui s'appelle Vérité. C'est du jamais vu. Et donc, on est dans une accélération pour ce débat si important. En tout cas, ils se sont préparés pour répondre à votre question de manière très différente. Donald Trump dit qu'il ne s'est pas préparé, que c'est une compétition et qu'il sait très bien gagner les compétitions. Quant à Joe Biden, il a fait appel à beaucoup de conseillers, notamment un homme important qui s'appelle Ron Klein, qui est surnommé à Washington celui qui est le gourou des hommes et femmes politiques avant un débat présidentiel. On évalue les forces de l'un et de l'autre. Vous avez pratiqué Donald Trump, vous l'avez rencontré physiquement, cette espèce de culot, de force qu'il a. Elle peut impressionner vraiment beaucoup. Oui, et on l'a vu dans le montage, vous avez cette espèce de force qu'est Donald Trump, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'assurance, qui a le sens de la formule, qui dit souvent n'importe quoi avec beaucoup de provocation et qui adore les débats télévisés et qui fait son show. Et toute la campagne présidentielle de 2016 s'était faite avec beaucoup de débats télévisés, notamment dans les primaires, et c'était le show de Donald Trump qui dominait. Et ce soir, on va voir si ce show, en tant que président, continue. Joe Biden, c'est un homme plus effacé, c'est un homme aussi qui a 77 ans. Le défi de Joe Biden ce soir dans le débat, c'est surtout de voir Darius s'il tient face à Donald Trump et surtout s'il tient sur la longueur, car Donald Trump ne cesse de dire que Joe Biden est un homme âgé. Il a 77 ans et on ne l'a pas beaucoup vu en direct. C'est ce que tous les spécialistes des débats attendent ce soir. Et on va en parler dans un instant. L'âge de Biden qui est un des sujets, la dimension personnelle. Rappelons à quel point vous connaissez intimement cette politique américaine. Barack Obama, que vous avez rencontré, que vous avez pratiqué, que vous avez interviewé. Donald Trump, on le disait, son charisme et tout, même son charme. Attention, hein, souvent ici, de ce côté de l'Atlantique, on le caricature, il peut être très charmeur. Vous l'avez éprouvé. Oui, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Donald Trump. Et en France, on dit toujours « Ah, Donald Trump est stupide. Ah, Donald Trump... » Non, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a gagné une présidentielle. Et aux États-Unis, c'est très difficile de gagner une élection présidentielle. Il ne faut pas sous-estimer cet homme qui est un homme politique qui sent l'air du temps, qui a le sens de la formule, qui est un showman, comme je vous le disais il y a quelques instants. Attention aussi aux simplifications. Le New York Times, dont on va reparler, la presse dont on va parler, elle n'est pas non plus objective souvent. Elle est militante anti-Trump. Donc c'est vraiment deux camps. C'est la nouveauté de cette campagne présidentielle américaine. Et je dis toujours que tout ce qui arrive aux États-Unis arrive quelques années plus tard en France. On est dans une presse d'opinion, une presse qui a 2 jours du débat a sorti un article de 46 pages sur les déclarations fiscales de Donald Trump. Avant que j'arrive sur ce plateau, autre chose qui s'est passée, Joe Biden, et ça n'est jamais arrivé, a publié ses déclarations fiscales de 2019. Les déclarations fiscales vont donc être un thème de campagne, avec encore une fois un quotidien qui a servi ce thème de campagne. On est dans quelque chose qu'on n'a jamais vu, mélange de télévision, de spectacle, de politique et de réseaux sociaux. Arrêtons-nous un instant à cette révélation du New York Times. Donald Trump qui n'aurait payé que $750 d'impôts. $750. Alors ça fait sourire les gens. Beaucoup disent je paye plus d'impôts que le président des États-Unis. Ça les rassure. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a un bon cabinet de fiscaliste, qui sait très bien utiliser ce que les millionnaires et milliardaires aux États-Unis font souvent. Vous dépensez, c'est déductible de vos impôts. Mais en tout cas, évidemment, ça choque. Joe Biden affirme, je peux vous le dire, qu'il a, lui, payé $300 000 d'impôts. Les caricaturistes s'en emparent évidemment, par le dessin de Chapat, le dessinateur, sur ces pro-Trump qui découvrent que leur président, leur champion, aurait payé si peu d'impôts alors qu'eux sont parfois dans la pauvreté.
Est-ce que ça va marquer les gens? Est-ce que ça peut changer une partie de l'opinion? Oui, ça va vraiment marquer les gens qui hésitent encore. Et moi, je dis toujours, dans une élection présidentielle américaine, vous avez toujours maintenant 46 ou 47%, on sait qu'ils vont voter de ce côté-là. 46 ou 47%, on sait qu'ils vont voter de l'autre côté. Ça ne change pas. La base de Trump, qui avait voté pour lui en 2016, va revoter pour lui. Ce qui change, c'est ce vote indépendant. C'est 3 ou 4% qui font la différence. Le débat, ce soir, c'est pour ce vote indépendant. Les trucs du débat, rappelons le débat emblématique, c'était 1960, Nixon et Kennedy. C'est le poids de la télévision, c'est le poids de la formule en direct. Alors nous, on s'attend toujours en observant un débat au catch. Quand on rappelle l'image, avec un Nixon qui, disait-on, était un peu moins bien préparé, mal rasé, qui était un peu fatigué. C'est le poids de l'image et c'est Kennedy et ce fameux débat où effectivement Nixon apparaît fatigué en rhétorique, il est assez bon, mais on a cette image de ce jeune président et d'un seul coup ça bascule et après Kennedy, les experts et stratèges ont toujours dit voilà, il y a eu le débat télévisé et ça va tout changer dans la politique et c'est ce qu'on voit, ça a changé. Le débat, c'est vraiment important dans une démocratie parce qu'on voit ce qui se passe. Moi, je dis qu'il faut quand même faire toujours attention. À l'époque actuelle, dans un débat télévisé, on attend le catch, on attend le moment où ça va éclater entre deux candidats. Attendons aussi de voir les idées des deux candidats. Ouvrons une parenthèse. Rappelons que vous avez vécu de ce côté-ci de l'Atlantique, de l'intérieur, une campagne. Vous étiez, c'était une parenthèse dans votre vie, non plus journaliste, mais membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Comment ça se prépare un débat comme ça? Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui se dévoue pour jouer l'adversaire? C'était Marine Le Pen en l'occurrence, ou là, Biden pour Trump et vice-versa. Oui, c'est vrai. Il y a toujours quelqu'un qui joue l'adversaire. Et je crois que tout homme qui veut gagner se prépare très minutieusement. Et vous savez, moi, j'ai passé 6 mois dans la campagne d'Emmanuel Macron, mais je n'ai jamais oublié que j'étais journaliste. Donc, j'observais la préparation de ce débat avec un regard journalistique. J'ai eu la chance de voir de ce côté-là comment ça se passait et de voir que parfois, des candidats se préparent très minutieusement pour affronter un adversaire. Comment Emmanuel Macron s'était préparé? Qu'est-ce qui vous a frappé? Très minutieusement. Moi, ce qui me frappe en tout cas, si on fait un parallèle entre la campagne d'Emmanuel Macron, puisque j'étais de l'autre côté, et la campagne de Donald Trump en ce moment, c'est de voir les mêmes rhétoriques qui sont utilisées. Il y a deux candidats, un qui dit « je me suis extrêmement bien préparé » et on le sait, ça fait des semaines que Joe Biden se prépare, et puis un autre qui dit « je vais y aller, ce qui compte, c'est le sens de la formule, je suis forte, je suis fort, je vais faire en tout cas quelque chose ». Vous voyez, il y a des assimilations qui se font naturellement dans ma tête et je vous fais partager en direct ces assimilations. Qui jouait Marine Le Pen pour préparer Emmanuel Macron? J'ai toujours dit que j'avais un devoir de réserve et maintenant je suis journaliste. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très célèbre qui jouait très bien, c'était un homme, Marine Le Pen. Ah oui. Et alors, il arrivait à être agressif? Vous êtes un bon journaliste. Ça ressemblait à l'arrivée finale. Oui. Restons sur les élections américaines. Comment ça se prépare en termes de petites phrases? Chez les Américains, on voit à quel point elles peuvent compter. Un mot? Alors un mot, une formule, en tout cas la première minute est extrêmement importante parce qu'il y a des études qui ont été faites montrant que la première minute est déterminante, l'apparition, comment il est vêtu, qu'est-ce qu'il a, quelle cravate, comment il est coiffé, comment il est maquillé. Je peux vous dire, et je vous le dis, que Donald Trump, il adore une tenue spécifique dans ses débats télévisés, c'est-à-dire une cravate rouge. Ouais. Alors je ne sais pas si ce soir il aura une cravate rouge, mais en tout cas en 2016, dans tous les débats télévisés, il avait une cravate rouge. Surtout ce qu'on va voir dans la première minute et ce que tout le monde attend de voir, c'est est-ce que Joe Biden, 77 ans, est fatigué ou pas? Ça va compter. Est-ce que tous les coups sont permis? On se rappelle des débats en France. Giscard qui fait une allusion discrète à la famille Pinjot pour déstabiliser un peu Mitterrand en 74. Il y a comme ça parfois ce côté jusqu'où je vais. Est-ce que là, tous les coups sont permis? Tous les coups sont permis pour être président des États-Unis. C'est la politique, c'est un combat impitoyable. Et je peux vous dire qu'on aime tous les séries qu'on voit. C'est pire que les séries. Ce soir, c'est House of Debates, House of Vérité. Alors, rendez-vous tout à l'heure, mais on continue sur ce thème avec Samira El Gadir, puisque le débat de la nuit va se prolonger non seulement à la télévision, mais sur les réseaux que suit Samira El Gadir. Et la marque Les Vérificateurs sur TF1 et sur LCI. Alors, on va prendre quelques-unes des informations. On les a mentionnées, mais sur les réseaux, évidemment, il y a la question de la vérification. D'abord, sur les faibles impôts payés par Donald Trump, $750. Ça passionne évidemment tout le monde. À quel point est-ce que c'est vérifié ?
à quel point est-ce que c'est vérifiable, en tout cas en quelques heures. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire, c'est du pain béni pour l'équipe de Biden. Dans un tweet, ses partisans rappellent, vous l'avez peut-être vu, les impôts qui sont payés par les professions durement touchées par la crise. Donc on a une petite liste. Les professeurs, c'est 7 239 $, plus de 5 000 $ d'impôts pour les pompiers, 10 000 $ pour les infirmiers, alors que Donald Trump, lui, ne paierait que 750 $. Tout ça fait évidemment référence à l'enquête du New York Times dont vous parlez tout à l'heure. Donald Trump, qui n'aurait payé, je rappelle un peu les faits, 750 $ en 2016. Et il a déclaré des pertes colossales qui lui ont valu donc un remboursement de près de 73 millions de dollars du fisc américain. Comme d'habitude, lui, Donald Trump, il dénonce une fake news, une machination contre lui. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade, ce qui est vrai pour répondre à votre question, Darius, c'est que c'est le premier candidat américain depuis les années 70 à n'avoir jamais publié sa déclaration d'impôt, soit parce qu'elle est trop compliquée selon lui, soit parce qu'il est dans l'incapacité de le faire. Je vous propose de l'écouter. Mais tant que je serai sous contrôle fiscal, je ne serai pas enclin à le faire. Ça, c'est l'un des arguments. Il est sous audit, il ne peut pas le faire. Il aurait envie de le faire, mais il ne peut pas le faire. L'autre élément qui est confirmé, c'est que Donald Trump fait de l'optimisation fiscale, et ça, il s'en est jamais caché. Je vous propose de l'écouter à nouveau. En tant qu'homme d'affaires et promoteur immobilier, j'ai légalement appliqué la réglementation fiscale à mon avantage, à celui de mes investisseurs et de mes employés. En toute franchise, j'ai appliqué cette législation avec brio. Laurent Saïm, est-ce qu'il n'y a pas une part des Américains, ce serait sans doute pas le cas en France, hein, mais qui dit chapeau oui, l'artiste, absolument. chapeau l'entrepreneur, c'est bien. Bien sûr, tout Wall Street est en train de dire ça et tout le monde fait ça. Quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, qui est extrêmement compliquée à faire, hein, c'est pas 2 pages, c'est 35 pages, vous êtes obligé de prendre un fiscaliste, il y a des chiffres absolument partout, il y a le formulaire qui s'appelle 1040, 1040A, etc. Vous devez remplir, vous comprenez rien, et il y a des gens, plus vous avez d'argent, plus vous avez de fiscalistes qui s'amusent et qui se font un vrai plaisir à faire en sorte que vous payiez le moins d'impôts possible. C'est un jeu ouvert, tout le monde sait ça. Vous allez par exemple, vous Darius, chez le coiffeur, vous faites de la télévision, mais c'est pour votre travail. Donc vous allez déduire les frais de votre coiffeur, de votre déclaration fiscale américaine. Qu'il y avait 70 000 euros de dollars. Samir El-Gadir, l'autre thème, on l'a évoqué, qui passionne les réseaux, c'est la sénilité ou non de Joe Biden. Est-ce que là, il y a des signes objectifs, si on ose dire? En tout cas, c'est l'angle d'attaque de Donald Trump. Dès qu'il en a l'occasion, il se moque du manque de dynamisme de Joe Biden. Dans un tweet, il exige même, vous l'avez vu passer celui-là forcément, un contrôle antidopage avant et après le débat au cas où Joe Biden serait en forme. Tout est parti de cette vidéo, vous allez la voir, elle a été vue plus de 2 millions de fois sur les réseaux sociaux. On voit le candidat démocrate endormi en pleine interview. L'équipe de Trump le surnomme alors Sleepy Joe, Joe l'endormi, sauf qu'il s'agit d'un montage, c'est ce qu'on appelle une deep fake. Le visage de Joe Biden a tout simplement été intégré dans ce montage. Et d'ailleurs, il y a une petite mention sous la vidéo, quand on regarde bien, médias manipulés. Alors, est-ce qu'il est sénile? C'est la question que vous posez. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a déjà vu pas très en forme dans la réalité. Joe Biden, tout simplement, il a 77 ans. Son médecin avait publié, je crois que vous avez fait un article là-dessus, je l'ai lu, son bulletin de santé. On apprend qu'il a une malformation cardiaque, mais ça c'est fréquent à son âge, qu'il a des problèmes de cholestérol, des allergies saisonnières, mais rien de grave selon son médecin qui le juge apte à gouverner la première puissance du monde. D'après son entourage, en fait, oui. Joe Biden, il est surtout... Oui. C'est intéressant le vocabulaire que vous dites, apte à gouverner. Oui. Ça ne veut pas forcément dire en bonne santé, apte à gouverner. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller avec Joe Biden, qui, je le rappelle, a 77 ans. C'est ça. Dernier point, cette passion de la vérification, ça touche tous ces sujets. Et là, pendant cette campagne, ça va être encore plus fort que pendant la précédente. Alors, c'était déjà présent dans l'ancienne campagne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias américains ont déployé l'artillerie lourde. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Laurent Saïm. Alors non, je ne vois pas qui c'est. Il s'appelle Daniel Dale, c'est un journaliste canadien. Il a été embauché l'an dernier par CNN. En fait, il est employé à temps plein de fake news et de Donald Trump surtout. À temps plein, il vérifie tout ce que dit Donald Trump et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est habité par sa mission. Il fait un carton sur Twitter, je vous recommande d'aller voir ses vidéos. Il a 1 million d'abonnés et il n'est pas le seul à traquer les approximations et les mensonges du président américain. La plupart des grands médias tiennent
prennent même les comptes. Regardez, le Washington Post, voilà, ça c'était mi-juillet, 20 000 fake news qui auraient été diffusées donc, par le président. Donc Trump leur donne beaucoup de travail, mais il n'y a pas que lui. Tous les propos des politiques sont aujourd'hui vérifiés. Et très rapidement, petite information pour vous. Cette nuit, USA Today, qui est un grand quotidien aux États-Unis, met en place avec tous ses journaux affiliés une cellule de crise pour, pendant les débats, démanteler sur les réseaux sociaux tout ce que disent les deux candidats en direct. Toutes les rédactions font que ça. Le fake news, comme vous le savez et comme vous le dites très justement, arrive dans les débats télévisés avec nous, journalistes, devant vérifier toutes les informations. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. Merci Laurent Saïm. Qui est-ce qui jouait Marine Le Pen alors pour préparer Emmanuel Macron? Je reviens demain pour vous À dire. bientôt. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant recevoir une femme d'exception qui porte témoignage de survie, Ginette Kolinka, 95 ans. Leçon de lucidité, leçon d'humour aussi, vous allez le constater avec nous. Dans quelques instants, à tout de suite. Et nous recevons une femme qui porte témoignage contre la haine sous toutes ses formes après l'attentat de ce week-end, en plein procès des attentats contre Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Une voix est là pour rappeler jusqu'où l'Europe a pu sombrer dans les années 30 et 40. C'est votre voix, Ginette Kolinka. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et merci de m'inviter. 95 ans, vous voyagez, vous allez dans les écoles, partout vous témoignez. D'où vous vient cette énergie ? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Mais c'est peut-être justement, c'est ce que je fais qui me stimule. Parce que si j'étais à la maison sans bouger, eh bien, on ressent toutes les douleurs. Là, je peux, si j'ai mal au genou, si j'ai mal à l'épaule, eh bien, je suis occupée, je ne les ressens pas. Si je suis à la maison, oui, aïe, 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 j'ai mal ici, j'ai mal là. Vous me disiez, le contact des plus jeunes, les jeunes dans les écoles, les amis plus jeunes que vous, ça vous aide? Oui, exactement. Quand je suis devant les personnes, j'ai l'âge de la personne avec qui je suis. Si elle a 25 ans, j'ai 25 ans. Et voilà, c'est comme ça. Mais les plus âgés, ça, c'est autre chose. Vous étiez avec des femmes aujourd'hui disparues, Marceline Loridan-Evans à Auschwitz également, ouais. Simone Veil oui. à Auschwitz également. Il y a plusieurs livres d'elles et de vous où chacune témoigne sur les autres. Est-ce qu'il y a le sentiment d'être parmi les tout derniers témoins? Bien, écoutez, je n'ai pas ce sentiment-là, mais à force d'entendre tout le monde dire, et c'est vrai, la plus jeune, on avait 15 ans pour rentrer dans le camp. Quelques-unes sont rentrées à 14 ans, mais 15 ans, ça fait 75 ans. La plus jeune, les plus jeunes ont 90 ans. Alors, voilà. Mais c'est vrai que j'ai bientôt 96. J'ai attaqué l'autre partie des 95 déjà. Mais je ne me le sens pas. Est-ce qu'il y a la crainte qu'après, le témoignage n'est plus tout à fait la même force? Vous allez maintenant beaucoup dans les écoles. C'est un spectacle extraordinaire de voir les collégiens, les lycéens qui vraiment s'intéressent à vous, parce que vous avez aussi une façon, on va le voir après, une façon de témoigner qui est particulière. Mais après, il n'y aura plus personne pour être les premiers témoins. Moi, justement, je compte sur les jeunes qui nous auront entendus, surtout sur les professeurs. Moi, je mets tout dans... C'est eux qui parleront. Parce que nos enfants nous ont pas tellement... on leur en a jamais parlé, on les a pas tenus au courant, on les a protégés, on voulait pas... je voulais pas en parler à mes enfants, je voulais pas en parler à mes sœurs, je voulais pas en parler. Hein. Puis maintenant, je parle beaucoup. Mais je compte, moi, sur les professeurs. C'est eux qui vont avoir notre mémoire dans les mains. Et après, les élèves. J'ai quelques élèves qui me disent je suis votre porte-parole. Là, il y a quelques fois, j'ai des termes, et puis je ne me rappelle plus ce que j'ai. Mais il y en a qui me disent c'est moi, je suis votre porte-parole.
On va entendre ce témoignage. Quelques mots d'abord sur l'actualité. C'était il y a quelques jours cette tribune publiée par LCI, TF1, mais plusieurs dizaines d'autres médias contre la haine, pour la liberté de la presse. En ce moment, Charlie Hebdo visé par les menaces renouvelées. L'attentat, ce week-end encore. Est-ce qu'il y a une crainte que la haine, telle qu'elle a été si loin dans les années 30 et 40, revienne ? Je ne crois pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'on en parle plus mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, on en parle. Et peut-être, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Hein. Mais je crois que ceux qui sont antisémites, racistes, c'est pas parce que on en parlera qu'ils le seront moins et tout. Je crois que chacun reste dans... je crois pas qu'on puisse faire changer les gens d'opinion. Mais par contre, la haine, oui, ça, j'espère que les gens comprendront que tout ce qui s'est passé, le départ, c'est la haine. Alors, essayons d'accepter les gens comme ils sont. C'est ça mon rêve, moi. Ginette Kolinka, votre témoignage, arrêté par la Gestapo en 1944, déporté à Auschwitz avec votre père et votre frère Gilbert. Vous êtes revenu seul, vous revenez dans le même appartement où vous étiez, et ça en dit beaucoup de vous, on va le comprendre. Sans chemin détourné, vous dites tout de suite à votre mère, Gilbert et papa ont été gazés et brûlés. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours regretté. Mais quand on sort des camps comme ça, est-ce qu'on on a perdu toute humanité, hein. Et pour moi, j'avais tellement vu de morts autour de moi et tout, qu'il m'a semblé que c'était... Il fallait, bon, ben, comme ça, elle le sait. Ah. Et puis... Parce que ça serait maintenant, peut-être que je lui aurais dit naturellement, mais peut-être que j'aurais pris des gants pour lui annoncer. Alors que là, pour moi, c'était tout à fait naturel qu'elle le sache, et puis elle l'a su comme ça. Mais c'est après que j'ai eu beaucoup de remords. Ça a été votre façon de parler toujours. Quand vous racontez, il y a votre livre « Retour » à Birkenau, il y a ce livre qui vient de paraître, qui est adapté pour les plus jeunes publics, qui est publié chez Rajo. Ça, c'est votre actualité. Crudité extrême. Vous dites les choses telles qu'elles sont, dans toute leur dureté. Vous dites même l'amour maternel avait ses limites à Auschwitz. C'est moi qui le dis. Et je crois que je n'ai pas tort. Moi, j'ai une camarade, elle était avec sa mère. D'ailleurs, c'est affreux d'avoir été avec quelqu'un. Moi, j'étais contente d'être toute seule. Mais vous vous rendez compte, une mère, on voit battre sa fille, elle la voit maigrir, elle la voit sale, et vice-versa. Et comment qu'elles ont... Alors, je pense qu'au début, tout à fait au début, elles ont dû souffrir mutuellement. Mais je suis sûre, enfin, je peux dire, mais je suis presque certaine, mais c'est peut-être pas vrai, qu'au bout de quelques mois, je ne sais plus si on pouvait avoir de la pitié pour sa mère, pour sa fille. Vous décrivez des scènes d'une dureté extraordinaire, par exemple, à un moment donné, une morte qui meurt et comme ça sur votre épaule. Oui. C'est ma morte. Et vous la gardez en vous disant, on va me donner une ration de pain. Oui, mais oui, parce que... je ne veux pas dire que tout le monde c'était comme ça, hein, mais moi, oui, j'étais devenue comme ça, morte... Je pensais que cette femme, eh bien, j'aurais sa part. La dureté, la déshumanisation des capots, la violence des capots. Oui, ça, je me suis toujours demandé où est-ce qu'ils allaient les chercher. Est-ce que c'était... Il y avait des déportés, des déportés. Alors, est-ce qu'elles étaient juives, pas juives? C'est pas marqué sur nos fronts quand on est juif ou pas juif. Je ne sais pas, je n'ai jamais voulu savoir ce que c'était. Mais c'est vrai, dès que les capots, moi, j'en ai jamais connu de gentilles. Si, il y en a une, celle qui a aidé Simone Veil.
Celle-ci, on ne sait pas pourquoi. Elle est tombée en extase devant Simone. C'est vrai que Simone était belle. Mais j'étais à côté d'elle, j'étais pas trop mal. C'est des moments d'humanité, et même, et là ça en dit beaucoup de vous, de sourire. Vous êtes à côté de Simone Veil, et puis cette Capot, effectivement, est tellement fascinée par la beauté, simplement, de Simone Veil, qu'elle lui offre une robe. Et oui, et Simone vous la donne. Oui. Et justement, je suis en train de lire le livre de Simone. Et cette histoire de robe, ça m'a... Moi, je dis, elle m'a sauvé la vie. Mais je ne connaissais pas l'histoire exactement. Et Simone raconte dans son livre que cette Capot lui a amené 3 robes. Voilà pourquoi qu'elle m'en a donné une. Parce que j'étais toujours étonnée, pourquoi qu'elle me donne une robe alors qu'elle a sa mère et sa sœur. C'était... Voilà, j'ai eu l'histoire. Vous étiez la 3e. 75 ans après, j'ai connu l'histoire. Vous dites la vraie générosité, la seule au fond, c'était la nourriture. Tout tournait autour de ça. Et je pense que c'était... Il n'y avait pas... Je sais pas. J'avoue franchement que maintenant, je ne sais même pas dire est-ce que j'ai eu faim. Je ne le ressens pas, ça. Autant je vois les scènes, quand je vous parle, je piochais, je traînais les tragues, je creusais des fossés, je cassais des pierres, je le vois. Mais j'ai dû avoir froid. On n'avait rien sur le dos. Et à l'époque, je vous garantis que les températures de moins 25 l'hiver, et l'été, plus 40, c'était... Ça, je ne m'en rappelle pas. Il y a des souvenirs tout de même où, par exemple, pendant l'appel, vous dites que simplement se coller dans la chaleur... Exactement, on se collait, oui, mais je ne ressens pas. Je le vois. On mettait les mains sous les aisselles de celle qui était devant vous. On va revoir une séquence où vous allez à Auschwitz avec les plus jeunes et vous leur transmettez ce témoignage. Direction le bloc des sanitaires. En 1944, Ginette Kolinka n'y a jamais mis les pieds. Jamais je n'ai vu cet endroit. Moi, je suis restée 6-7 mois ici. Je ne me suis jamais lavée. Birkenau, c'est la saleté. Birkenau, c'est la cruauté. Birkenau, c'est la puanteur. Birkenau, c'est ça. C'est pas les routes, c'est pas l'herbe. On n'a jamais vu d'herbe. C'était ça tout le temps. Je pense que c'est ça le plus important. C'est de retenir ce qui s'est passé et c'est de faire en sorte que jamais ça se reproduise. Tiens, là, oui. Qu'est-ce que tu vois, toi? Le sol? Oui, mais tu vois rien. Non. Moi, je suis sûre que là, il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups de la Capot et qu'elle continue à taper alors que la personne est par terre. C'est ça, Birkenau. Vos enfants, plus tard, vous leur expliquerez. Oui. J'espère tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'espère que vous allez être notre voix pour plus tard. Ginette Kolinka, c'est extraordinaire de vous entendre avec les plus jeunes générations, mais ça a été un long chemin, vous le rappeliez, au début, vous ne vouliez pas témoigner, en tout cas vous ne témoignez pas. Non, je ne voulais pas en parler. Pourquoi? Jamais j'aurais pensé pouvoir parler. Pourquoi? Au début, j'étais avec mes sœurs. Alors, je vais raconter, alors que je suis la seule à être revenue, je vais raconter tout ce que j'ai subi. Personne n'est rentré. Moi non plus, je ne sais pas quand. À part mon père et mon petit frère qui ont été gazés. Et c'est même moi qui leur ai dit de monter sur... Ça, c'est quelque chose que jamais je me suis pardonné, alors que c'était... De toute façon, un était trop vieux, l'autre trop jeune. Il serait fini dans les chambres à gaz. Oui, mais les nazis sur la rampe trompaient les gens en disant montez sur le camion. Exactement. Et c'était directement pour la chambre à gaz. Et moi, j'ai dit à mon père et à mon petit frère, montez sur les camions, profitez-en, et ils m'ont écouté. Alors, je me suis sentie toujours responsable. Mais je sais comment ils sont morts. Mais les autres, mon neveu, j'ai appris comment il était mort. On a retrouvé dans un petit village en Allemagne comment qu'on dit, un document. Comment où on met les registres. Des squelettes de jeunes tués d'une balle dans la tête. Et c'était où était mon neveu. Ils sont morts comme ça. Ginette Kolinka, vous êtes la mère de Richard Kolinka.
le batteur de téléphone, grande fierté. Fais l'article. et artiste extraordinaire. Vous racontez par exemple comment il était intrigué enfant de votre tatouage, le tatouage qu'on vous a fait à Auschwitz. Il a 3 ans, il passe le doigt dessus. Hein. Et là, vous ne voulez pas lui dire pourquoi c'est... Comment voulez-vous que... Vous voyez, déjà là, à cette époque, je ne voulais pas qu'il ait la haine des Allemands sans savoir pourquoi. Hein. Si j'avais dit ce sont les Allemands qui m'ont fait ça, et depuis l'âge de 4 ans, il aurait détesté les Allemands. Déjà à cette époque, je ne le voulais pas. On revient au début, c'est pas jamais l'apprentissage de la haine. Voilà, déjà, vous voyez, mais ça n'allait pas si loin que ça, mais je ne voulais pas qu'il ait la haine sans raison. Hein. Ce tatouage, j'ai été très impressionné de voir quand vous le montrez aux jeunes, par exemple dans les écoles. Ils sont fascinés parce qu'ils comprennent tout de suite, ça c'est la marque d'Auschwitz qui est très spéciale, un camp vraiment pour exterminer de manière industrielle. C'est vrai qu'ils veulent tous voir le numéro, alors que vous avez des tatouages superbes sur les corps maintenant. Et le numéro, ils veulent tous le voir. Montrez ce numéro parce que quand vous le montrez, vous êtes une des rares à en parler comme ça, avec une forme de naturel qui désarme toujours. Je ne sais pas tout ça si c'est comme ça, mais mon numéro, le mien, il est beau. Je suis tombée sur quelqu'un qui était doué. Vous savez, tous les chiffres sont de la même couleur, de la même grandeur, du même écartement. Mais elle était vraiment douée. Hein. Mais j'ai des camarades, c'est pas du tout ça. J'en ai une, elle a tout l'avant-bras, qui est pris par des chiffres qui ont au moins 3 cm de... J'ai une camarade, elle s'était trompée. Eh bien, elle a barré, et puis elle a mis le bon numéro par-dessus. C'est ce que vous dites aujourd'hui, mais il y a eu ce long chemin, vous vouliez l'effacer à un moment donné. Dès que j'ai su qu'on était à Theresienstadt, j'apprends qu'on est libéré, la première chose, j'ai pensé, je suis malade, on va certainement m'opérer, eh bien je vais dire au chirurgien, pendant que je suis endormie, profitez-en, enlevez mon numéro. J'aurais peut-être pas eu le courage d'aller le faire enlever. Mais là, j'étais malade, je pensais qu'il fallait que je subirais une opération. J'allais demander. Tout Ginette Kolinka est dans cette façon de le raconter. Moi, je vous ai entendu raconter de façon incroyable comment, en allant en cabine de douche, vous disiez, tiens, je vais l'utiliser bien pour votre numéro de carte bancaire. Mais ce qui est terrible, c'est que justement, pendant longtemps, je me suis ennuyée à mettre des bouts de papier qui étaient mouillés et dans le soutien-gorge de mon maillot de bain, sans penser que j'avais qu'à choisir les chiffres sur mon bras. Et quand j'ai été chercher ma carte de crédit, j'ai dit cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Prenez les numéros. Ah non, madame, ça c'est nous qui vous donnons les numéros. Ginette Kolinka, votre mélange d'humour, de lucidité totale en parlant de ça, ça a été aussi une très grande douleur. Vous racontez quand vous rentrez d'Auschwitz, vous pesez 26 kilos. Oui. La nuit, vous allez encore chercher les épluchures à la cuisine parce qu'on ne sort pas de ça si vite. Ça a duré très longtemps. Oui. Mes sœurs, je n'acceptais pas qu'elles jettent de la nourriture. Alors au début, naturellement, elles ne voulaient pas me contrarier. Et puis après, oh Ginette, tu nous casses les pieds. On n'en veut plus. Eh bien, je me levais la nuit, oui, c'est vrai, pour aller chercher dans la poubelle si elles avaient jeté. Mais après, je peux vous dire que je suis rentrée, je faisais 26 kilos. 1 mois après, j'avais doublé mon poids. Et 1 an après, alors j'étais... Est-ce que c'est vrai que depuis lors, vous n'avez plus pleuré? Comment? Vous n'avez plus pleuré depuis lors, c'est vrai? Moi, je ne sais plus pleurer, oui. Je ne sais plus pleurer. Je ne sais pas si c'est... C'est vrai. Je crois que j'ai laissé ma sentimentalité dans le camp. Je vois les SDF, ça me fait de la peine, mais je me dis, mais moi j'ai vécu comme vous, et en plus il fallait que je travaille, et en plus je recevais des coups, et puis en plus j'étais pas habillée, alors que vous êtes habillée, vous avez vos enfants avec vous, j'en suis pas fière de ça, mais c'est comme ça. Je peux pas raconter des blagues. Est-ce qu'on peut pardonner?
Alors là, vous allez me faire rugir. Pardonner. C'est souvent que les gamins me disent ça, madame, et le pardon. Mais alors là, vous voyez Ginette, elle sort. Mais pardonner, comme pardonner, on tue vos pères, on tue vos enfants, on tue votre mère, vos sœurs, vos amis, et vous voulez pardonner? Ah, jamais. 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 Je trouverai des excuses aux capots, mais pardonner aux nazis, jamais. Mais je dis bien les nazis, hein. Ça, je fais très, très attention. Avant, je disais allemand. Maintenant, je dis nazis. Les premiers temps, après la guerre, quand il y a des touristes allemands dans Paris, là, c'est autre chose. Hein, ah oui, quand là, vous entendez là parler ça me allemand. faisait mal d'entendre. Ça me faisait vraiment très, très mal. Ça, c'est peut-être toi, c'est peut-être toi. Je regardais les visages. Oui, oui. Maintenant, c'est fini. Non, maintenant, c'est fini. J'ai quelques camarades qui restent toujours avec une arrière-pensée. Non, moi, pas du tout. Et pas du tout. Et quand il y a des jeunes Allemands, c'est eux qui sont gênés. Moi, je dis, mais il n'y a pas de raison que je vous en veuille. Il n'y a pas de raison que j'en veuille à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents. Oui, certainement même. Ginette Kolinka, vous portez ce témoignage sans filtre, mais même vous, en retournant à Birkenau, et vous le racontez dans votre livre, comprendre la chambre à gaz, comment ça se passait exactement, même vous qui avez tout affronté, ça a été un choc. Oui, moi j'ai envoyé mon père et mon petit frère dans la chambre à gaz. Mais au moins, pour moi, ils rentrent dans la chambre à gaz et puis 3 minutes après, il n'y a plus personne. Et j'ai toujours été persuadée que, dans le fond, ceux qui ont souffert et qui sont partis dans les chambres à gaz, c'est encore pire parce qu'eux savaient où ils allaient. Donc, et je vais la première fois et la guide polonaise, on est dans la reconstitution de la chambre à gaz et elle dit la mort est rapide, 20-25 minutes. Ah, 20-25 minutes. C'est vrai que le temps, c'est relatif. Quand vous travaillez une demi-heure, vous croyez que vous avez à peine commencé, que c'est déjà la demi-heure est passée. Quand vous attendez 25 minutes, ça paraît une éternité. Et là, attendre la mort, se battre contre la mort, 25 minutes, mais ça a dû être affreux. Mais c'est tout. Ça a dû être affreux. Et quelque temps après, pour les 70 ans de la libération d'Auschwitz, il y a justement un monsieur c'est un Italien, il a écrit un livre, c'est la révolte le dernier survivant du Sonderkommando. Sonderkommando, c'est ceux qui travaillaient directement. Qui travaillaient directement. Ils faisaient rentrer les gens dans la chambre à gaz et puis ils les sortaient une fois morts et récupéraient les dents. Et vous le racontez, la survie chez ces gens-là qui savaient qu'eux-mêmes seraient jetés dans le 3 mois après, ça serait leur tour. Mais ils tentaient la survie. Voilà. Et quand j'ai appris que c'était... Alors, quelque temps après, ce monsieur décrit comment que lui, quand il rentrait dans la chambre à gaz pour récupérer les morts, comment qu'il trouvait la salle pleine, les murs pleins de sang, les corps, les gens qui étaient agrippés les uns sur les autres, les plus forts grimpaient sur les plus faibles, pensant que là-haut, ils survivraient. Et tout ça, vous aviez des officiers qui regardaient. Moi, je dis un jour, on retrouvera des photos. Je dis les mots, ces salauds de nazis, je suis sûre qu'ont dû prendre des photos. Un jour, on retrouvera des photos, ça c'est sûr. Ginette Kolinka, aujourd'hui, les questions des jeunes, c'est très révélateur. C'est souvent les meilleures, hein, les questions les plus naïves. Beaucoup demandent par exemple souvent, comment vous avez survécu? Est-ce que vous leur répondez en général? Et peut-être que quand ils me demandent ça, quelquefois, je me dis, peut-être qu'ils se disent que dans le fond, je faisais partie de ces capots. Je crois que c'est la chance. Ils demandent si c'est la chance, si c'est le courage. Alors moi, je réponds, c'est pas le courage, c'est pas la bravoure, c'est la chance.
Parce que quand on est réduit à l'état où ils nous ont réduits, est-ce qu'on peut encore avoir du courage? Est-ce qu'on peut encore avoir de la volonté? Moi, je ne crois pas. Moi, j'étais plus rien du tout. Après, j'ai dit, tiens, une fois je suis passée devant un magasin, il y avait des robots. Ben voilà, j'étais un robot. Vous racontez de manière extrêmement poignante comment la vie se faisait, vous étiez resserré sur vous-même, les femmes qui n'ont plus leurs règles, toute la vie qui change, et cette espèce de parenthèse pendant Auschwitz. Ah oui, naturellement. Le jour où... Mais il y en a, heureusement qu'on ne les avait pas, comment qu'on aurait fait. Mais moi, c'est du jour où j'étais en prison que ça s'est arrêté. Alors, je pense que c'est la nourriture, l'anxiété. J'ai jamais cherché trop à comprendre. Ginette Kolinka, le témoignage, l'humour que vous mettez aussi, cette espèce de joie de vivre quand vous rentrez, il y a les musiques à la mode en 45, hein, et vos sœurs vous entraînent, elles vous disent viens, on va danser, et ça vous choque et ça vous entraîne en même temps. Oui, oui, mais ça m'a donné le cafard, ça aussi, hein, parce que je l'avais pas. Moi, j'étais pas dépressive, et seulement après, oui, parce que elle m'amenait danser, j'avais pas de cheveux, j'étais énorme, les règles n'étaient pas rentrées, j'avais des furoncles, j'avais des et elle m'amenait, elles étaient belles, jeunes, on venait les inviter parce qu'à l'époque, les cavaliers venaient chercher leurs cavalières. Maintenant, ça serait maintenant, j'irais sur la piste me trémousser, j'aurais pas besoin de venir me chercher. Et alors, je voyais quelqu'un arriver, eh ben non, c'était pour mes sœurs ou pour mes copines, mais pas pour moi. Quand on vous demande ce qu'il faudra faire à votre mort, vous dites, il faudra chanter. Ah oui, et vous savez quoi, j'ai une camarade qui chante à la perfection. J'ai dit, tu chanteras à la Bastille. Le plus tard possible, Ginette Kolinka, 95 ans, question très très naïve, pardon, mais comment est-ce que vous faites? Il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, ils ne croient pas, ils disent c'est pas possible qu'elle ait 95 ans. Comment je fais? Je suis occupée, je suis très occupée. Tout le temps que je travaillais, c'était boulot, boulot, boulot. Après, j'ai été à la retraite, mon mari aussi. On avait une équipe de copains, on sortait, tout ça, c'était très agréable, on voyageait. Je me suis trouvée veuve et c'est là que j'ai commencé à témoigner. Je fréquente des jeunes, je fais beaucoup j'en fais plus d'ailleurs, de gymnastique. Et peut-être que j'aime bien blaguer, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Et puis voilà. Il y a une manière de défi dans tout ce que vous êtes. Par exemple, vous dites, voilà, vous avez fait les marchés, hein, vous vendiez des bonnets sur les marchés. Oui. Hitler m'a appris à travailler dehors. Oui, naturellement, par tous les temps dehors, je savais ce que c'était que de travailler au froid, que de travailler sous la chaleur. Et comme je faisais des articles saisonniers, quand il faisait très froid, eh ben, ça marchait bien. Et quand il faisait très chaud, ben, ça marchait bien. Quand je comptais la recette, j'oubliais tout ça. L'histoire ne se répète jamais. Il ne s'agit pas de comparer les situations, mais le hasard de la vie fait que vous êtes allé à Auschwitz avec Tinius, un des hommes assassinés lors de la tuerie de Charlie Hebdo. Oui. C'est cette planche, elle est chez vous, elle est dans votre salon, Ginette Kolinka. Vous étiez ensemble. Je ne savais même pas. Ouais. Il était très attaché à vous, là, il vous l'a dédié en bas, voilà, vous êtes là chez vous. Ce sont des jeunes amis qui me l'ont, qui avaient cette planche et qui me l'ont donnée. Et nous allons vous garder, Ginette Kolinka, restez avec nous. On a entendu les recettes que vous donniez. Chacun gardera le nom que vous voudrez retenir, la lucidité, l'humour, le courage. Vous le refusez, mais c'est le nom que nous retenons. Et c'est le livre que publient deux hommes que nous allons recevoir maintenant, Jean Veil et Patrick Weissman. Un recueil du courage dans la suite. Bonsoir messieurs, je vous en prie. On va vous installer. Voilà. Jean Veil qui est bien sûr le fils de Simone Veil et qui vous a écouté en régie tout à l'heure. Et Patrick Weissman, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous publiez ce manuel du courage, les plus belles citations sur le courage, intitulé « Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent ». Bonsoir. Bonsoir monsieur. Très grande figure du barreau, très grande figure de la science politique. Comment vous est venue simplement cette idée, un livre sur le courage? Pourquoi, Patrick Weissman? D'abord, pourquoi l'avoir fait ensemble? Parce que nous nous aimons depuis longtemps.
Et Ce sont des vacances ensemble. Avec voilà, depuis des années, des décennies. Et puis nous pensons depuis toujours, c'était au cœur de nos conversations, que le courage est la vertu qui garantit toutes les autres vertus. C'est le fil de soie qui réunit toutes les perles de la vertu. Et dans le débat public aujourd'hui, la plupart des analystes pensent qu'il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont compétents, des analystes sophistiqués, mais ce qui manque le plus, c'est le courage. Et si je peux ajouter un tout petit mot, nous disons souvent que pour être un homme d'État, il faut les 3 C. Le cerveau, le cœur et, pour ne pas être trivial, disons le courage. C'est le 3e C qui manque le plus souvent. Jean Veil, on ne peut pas ne pas évoquer le souvenir de votre mère, Simone Veil. Ginette Kolinka l'évoquait. Le courage qu'elle a représenté en politique, dans tous ses combats, ça a été sa leçon. Je crois que c'était une de ses plus grandes qualités, avec le bon sens. Le bon sens, c'est quelque chose d'assez rare. Le courage, c'est encore plus rare. Et dans beaucoup de situations, maman a été très courageuse. Je pense par exemple au Chagrin et la pitié, où elle a mis en cause, puisqu'elle trouvait que ce film n'était pas compatible avec ce qu'elle avait vécu elle-même. Elle avait menacé de démissionner de l'ORTF si le film était financé par l'ORTF. Il y a ces archives incroyables où elle fait front à des militants d'extrême droite en disant « vous êtes des nazis au petit pied hein. ». Le courage toujours. Oui, mais elle ne manquait pas... Elle était courageuse. Elle était courageuse et oui, c'est d'ailleurs, ça me fait penser à mai 68, n'est-ce pas maman soutenait plutôt les étudiants, mais il y avait une chose sur laquelle elle ne cédait pas, c'était l'amalgame. Et elle détestait le slogan CRS-SS. Et elle disait vous ne savez pas ce qu'étaient les SS. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Et elle se manifestait comme ça dans beaucoup de situations où elle rétablissait ce qui était pour elle la vérité. Il y a tant d'années, elle était à côté de Ginette Kolinka, serrées l'une contre l'autre, à Auschwitz, dans le froid. D'ailleurs, c'est la seule fois où on s'est retrouvés dans le camp. Sinon, après, j'ai perdu de vue. Hein. Quels sont les souvenirs ensemble avec Marceline ensuite. C'était Marceline qui faisait le lien. Absolument. Quels sont les souvenirs qui vous revenaient quand vous entendiez Ginette Kolinka témoigner tout à l'heure? Je sais que vous l'écoutiez depuis la régie. Oui, effectivement, je l'écoutais. Évidemment, je connaissais l'histoire de la robe, je connaissais... Mais je la connais à moitié, moi. Je l'ai dans son livre maintenant. Et donc... oui, j'ai grandi avec la présence de Marceline, la présence de Ginette, évidemment, et le courage des uns et des autres. C'était à la fois des victimes et en même temps des gens formidables et courageux. Aujourd'hui, votre mère est au Panthéon. J'entendais votre frère aussi dire, c'est ambigu parce que quand on a une mère au Panthéon, on ne peut pas aller tout à fait se recueillir comme si elle est dans un petit cimetière. Et en même temps, c'est une grande fierté. Oui, c'est quelque chose de compliqué, le Panthéon. D'abord parce que quand on vieillit, comme moi, nous avons un frère qui est décédé et qui est à Montparnasse. On pense toujours, en tout cas les hommes, les femmes souvent vont dans leur belle famille, mais on est enterré avec ses parents. C'est une situation tout à fait particulière et qui n'est pas si simple. J'ajoute que le lundi où nous sommes allés au lendemain de la cérémonie du Panthéon pour accompagner les cercueils de nos parents, il faisait froid, c'était le 1er juillet, mais il faisait froid. Et je me suis dit que maman, qui aimait la chaleur et le soleil, puisqu'elle était née à Nice, au fond, elle ne devait pas être tellement contente. Voilà les idées qui me sont venues à ce moment-là. Moi, je n'étais pas très content parce que je me disais, au fond, je ne serais pas enterré avec elle. Et je me disais en même temps, elle doit râler d'être à l'ombre.
Il se trouve que quelques semaines plus tard, nous avons été inaugurés, mon frère et moi, un hôpital à Nice. Il faisait très beau et je me suis dit qu'elle aurait probablement été plus contente d'être enterrée à Nice qu'au Panthéon. Le courage, en tout cas de Simone Veil, le courage dont vous faites un livre. Patrick Weissmann, vous avez vu beaucoup de chefs d'État, de chefs de gouvernement. Avec qui était vraiment courageux, d'après vous? Qui est-ce qui vous avait impressionné? D'abord, je suis très touché par les hommes d'État qui savent capter le mouvement de l'histoire et parfois renier leurs propres convictions, justement parce qu'ils sont courageux. Pour vous donner un ou deux exemples, Sadat, qui fait la paix avec Israël, De Klerk, le président sud-africain, qui est un pur produit de l'establishment pro-apartheid, qui démantèle l'apartheid, De Gaulle, qui était un homme de droite, qui donne l'indépendance à l'Algérie. Ce sont souvent des gens, n'est-ce pas, qui acceptent de renier leurs propres convictions de départ dans l'intérêt général. Et plus proche de nous, un homme qui n'a pas la même dimension, mais par exemple Tsipras, l'ancien Premier ministre grec, n'est-ce pas, qui a oublié ses convictions gauchistes de départ pour maintenir la Grèce dans l'Union européenne. C'est pas mal. Il y a beaucoup de citations fascinantes dans votre livre. Solzhenitsyn, en 1978, très illustre discours où il dit le déclin du courage est vraiment le signe avant-coureur de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça en Occident aujourd'hui, en 2020? Est-ce qu'il y a un déclin du courage? D'abord, ce n'est pas un statut, le courage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se révèlent au contact de l'événement ou dans les crises. Mais disons que lorsqu'on observe la scène internationale, ce n'est pas la vertu la mieux répartie. Si je peux vous donner une preuve de cela, c'est que la revue que j'ai créée il y a 40 ans, Politique internationale, décerne un prix du courage politique. Et aujourd'hui, lorsque nous avons à réfléchir à la personne qui serait digne d'un Nobel du courage politique, on appelle les amis au secours. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, au fond, il n'y a pas que les hommes politiques qui sont courageux. L'homme qui a été arrêté et qui a passé 10 heures en garde à vue vendredi. Youssef. Ouais, on l'entendait hier dans cette édition. Voilà un homme courageux. Ouais. Il a suivi le terroriste, il voulait témoigner, il va au commissariat. C'est ça le vrai courage aussi. C'est pas simplement celui des hommes politiques. Comment est-ce qu'on garde cette petite flamme? Vous êtes tous les deux des messieurs, très grands avocats, grands professeurs de sciences politiques. Vous avez une clientèle, une des meilleures clientèles d'Europe. Comment est-ce qu'on se renouvelle? On arrive à avoir de l'audace. C'est un autre mot du courage. Comment est-ce que ça continue? Je crois que, on en parlait tout à l'heure tous les deux, il y a une différence. L'audace, c'est Napoléon qui disait, l'audace vient du sang, mais le courage vient de la pensée. Si vous n'évaluez pas le risque et si vous ne décidez pas de le surmonter de façon rationnelle, à ce moment-là, c'est pas vraiment du courage. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont courageux. Je trouve qu'un chef d'entreprise qui engage des gens, qui prend un risque en créant une entreprise, pas simplement pour gagner de l'argent, mais il crée du travail. De la même manière, les gens il y a eu des gens qui ont caché des juifs au risque de leur propre vie, qui ne les empêchait pas par ailleurs simultanément, éventuellement, de voter pour Pétain ou pour Laval. Donc c'est extraordinairement compliqué. C'est un concept très très complexe que celui du courage. On peut être à la fois courageux et lâche. Il y a des moments dans la vie où on ne fait pas ce qu'on doit faire, et puis d'autres où quelqu'un d'incroyablement simple et qui n'a pas de pouvoir politique est incroyablement courageux. Quelques exemples, je vous suggère des noms. Réponse brève et très assumée. Emmanuel Macron, est-ce que c'est un courageux? Eh bien, je trouve que ce qu'il fait en politique étrangère, alors qu'il n'y a que des coups à prendre, est plutôt courageux. Éric Dupond-Moretti, est-ce que c'est un courageux? Ça, c'est votre domaine. Je trouve qu'il est assez courageux. Ouais. C'est très difficile, la cour d'assises, c'est un métier. Je ne partage pas toutes ses opinions, mais je pense qu'il ne manque pas de courage. D'ailleurs, pour être garde des Sceaux quand on est avocat, ça ne manque pas de courage. Oui. Ouais. Vous avez eu des clients très illustres, depuis Jacques Chirac jusqu'à Jérôme Cahuzac. La scène de courage qui vous a le plus frappé, là où vraiment ils étaient au bord du gouffre et vous les avez sauvés, c'était quoi? Écoutez, ce sont souvent des gens très simples qui sont courageux et qui affrontent l'audience, qui affrontent les juges, qui disent ce qu'ils ont à dire, qui se défendent ou qui avouent dans certains cas avec un certain courage.
Donc voilà, et puis Madame Kardashian a été très courageuse quand elle était attachée dans sa baignoire. Je pense qu'elle n'a pas manqué de courage. Merci à l'un et à l'autre. Les plus belles citations sur le courage aux éditions de l'Archipel. Et puis c'est vous qui concluez, évidemment, Ginette Kolinka. C'est quoi la leçon? Quelle leçon vous donnez-vous? Moi, je dis que tous ceux qui sont des héros, ils réfléchissent pas. Ouais. Si on réfléchit, je crois qu'on n'est pas un héros, on a peur. Celui qui va courir après un voleur, il n'a pas réfléchi que peut-être que lui va recevoir une balle. Pourquoi? Parce qu'on allait voler un bijou ou un sac à main. Merci beaucoup Ginette Kolinka, longue vie, et je rappelle votre retour à Birkenau qui est aussi adapté maintenant pour les plus jeunes générations. Oui. Merci beaucoup. Avec Marion Ruggieri, vous le co-signez. Merci beaucoup, merci à vous mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Et tout de suite, le grand soir avec Julien Arnaud. À demain.